Voici le sommaire. Perturbations notées dans la distribution de l'eau. Nous sommes allés voir la cause. C'est la conduite principale d'eau de Carmel à Sébikotane qui a été endommagée. En Guinée-Bissau, les militaires sont en discussion avec les membres de l'opposition. Ils veulent mettre en place un gouvernement d'union nationale. Nous irons à la découverte de la capitale soudanaise, Khartoum, ville moderne. Khartoum, une capitale aux infrastructures multiples que nous fait découvrir notre envoyé spécial, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Bienvenue. La conduite principale d'eau de Carmel au niveau de Sébikotane a été endommagée. Cela fait suite à des travaux de maintenance effectués dans la zone. Ainsi, des perturbations ont été notées dans la distribution de l'eau à Dakar et dans d'autres localités. Les techniciens de la SDE sont à pied d'œuvre pour réparer les dégâts. Reportage sur place, Djibidja. Depuis ce matin, certaines zones de Dakar sont confrontées à une perturbation au niveau de la distribution d'eau. À l'origine, c'est cette conduite du surpresseur de Carmel à Sébikotane qui a cédé. Incident survenu suite à des travaux de maintenance qu'effectuait la Sénégalaise des eaux sur le réseau de distribution d'eau. Techniciens et ingénieurs sont à pied d'œuvre pour réparer la panne dans les meilleurs délais. Nous sommes ici au point qu'on appelle station de Carmel, qui fait partie des dispositifs les plus importants pour l'alimentation en eau de Dakar. Depuis une bonne semaine, nous avons vu une fuite d'eau en aval, à 2 km d'ici, et nous avons entrepris les travaux de réparation de cette fuite. Donc c'est une opération de maintenance pour laquelle nous avons communiqué avec la clientèle. Donc on l'a fait aujourd'hui, on devait terminer à 13h. Et puis quand on a fini ces travaux, on s'est aperçu qu'une autre pièce, là où on est, présente également une défectuosité qu'il faut réparer. C'est la raison pour laquelle les travaux se poursuivent et vont se terminer dans la nuit d'aujourd'hui à demain. Ce surpresseur de Carmel achemine toutes les heures vers la capitale 12 500 mètres cubes d'eau. Il sert en réalité à augmenter la pression de l'eau pour qu'elle arrive dans la capitale à un débit normal. Les réservoirs de stock d'eau de la Sénégalaise des eaux sont remplis pour atténuer les difficultés d'approvisionnement en eau de la population d'ici la fin des travaux. La région de Dakar va ressentir ces travaux de maintenance et nous nous excusons au niveau de la clientèle pour ces désagréments. C'est essentiellement Rufisque dans son ensemble, c'est la banlieue, en particulier Pikine, Guédiawaye et les Parcelles Assainies, et Dakar dans la zone de zone Nord-Foire, zone Est-Foire et Est-Katurbam. C'est les zones qui ressentiront le plus ce manque d'eau lié à ces travaux de maintenance. La situation devrait revenir à la normale cette nuit au grand bonheur des populations. Banque mondiale prête à aider le nouveau gouvernement du Sénégal à faire face aux urgences. L'institution de Bretton Woods compte d'ores et déjà apporter un appui budgétaire de 40 millions de dollars aux nouvelles autorités et d'autres mesures vont suivre. Je vous propose tout de suite d'écouter la directrice des opérations de la Banque mondiale à la sortie d'une rencontre avec le gouvernement. Elle est au micro de René Massiga Diouf. C'est une première prise de contact avec les partenaires financiers et le gouvernement qui nous aiderait à élaborer un programme de soutien et nous avons hâte à commencer à soutenir le nouveau gouvernement dans l'élaboration du développement accéléré au Sénégal. Pour prendre juste à bras le corps ces urgences, le gouvernement cherche 200 milliards de francs CFA. Alors est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes prêt à les aider à avoir ce fonds? Oui, à notre niveau, nous sommes prêts à les aider. Nous sommes à l'instant et dans les semaines qui vont venir en train d'élaborer qu'est-ce que nous pouvons apporter, qu'est-ce que nous pouvons travailler avec le gouvernement, est-ce que nous pouvons trouver des épargnes au sein du gouvernement, mais aussi clairement apporter des fonds additionnels. Les montants de ces fonds, immédiatement, nous ne pouvons pas les décrire. Nous avons à peu près déjà 40 millions de dollars d'appui budgétaire que nous pouvons apporter. Nous avons dans le secteur énergie 80 millions de dollars que nous pouvons aussi apporter en soutien. Nous sommes en train de préparer dans le secteur agricole 80 millions de dollars de prêts pour le secteur agricole. Nous venons tout juste de passer un prêt d'à peu près 20 millions de dollars pour la nutrition et la santé. Donc nous avons déjà pas mal, je dois dire, la Banque mondiale a un chiffre d'affaires d'à peu près 800 millions de dollars avec le Sénégal, donc 400 millions qui n'est pas décaissé. Donc il y a déjà avec le gouvernement assez de fonds que nous pouvons mettre immédiatement en œuvre pour supporter le gouvernement à réaliser les projets que la population sénégalaise attend d'eux.
Les bailleurs de fonds aussi ont décidé de soutenir le Sénégal. Ils vont aider à résorber le déficit céréalier, à lutter contre la malnutrition et à appuyer l'alimentation du bétail. Ils ont pris ces engagements devant le Premier ministre. Ils vont dégager une enveloppe de plus de 40 milliards de non-francs. Les détails avec Habib Mbaye. Les leçons tirées de la campagne agricole 2011-2012 ont permis au tout nouveau gouvernement du Premier ministre Abdoul Mbaye de se rendre compte du déficit céréalier qui prévaut actuellement, sans compter les problèmes liés à l'alimentation du bétail et la malnutrition chez les enfants. Après un diagnostic sans complaisance, les zones sensibles sont identifiées, les contraintes majeures soulevées. Le président de la République y a été très attentif et très vite, il m'a demandé de convoquer une réunion d'un conseil interministériel consacré à l'étude, l'examen de ce déficit, son appréciation correcte et également en rapport avec nos partenaires techniques, trouver les moyens de couvrir ces déficits et d'assurer aux populations sénégalaises les moyens de subsistance nécessaires. Et nous avons pu, après un tour de table particulièrement fructueux, s'entendre sur l'évaluation des besoins, sur la manière d'organiser le transport des vivres vers ceux qui en ont besoin. Et on peut considérer aujourd'hui que pratiquement l'ensemble des besoins identifiés pourront être couverts. Face à cette situation d'urgence, les bailleurs ont répondu favorablement pour mettre sur la table les sommes susceptibles de venir en aide aux zones dites sensibles et sous forme de dons. La faim est déjà présente dans certaines zones du Sénégal. C'est dramatique. Et c'est pourquoi le président de la République a particulièrement insisté pour que ce conseil interministériel se tienne dans les meilleurs délais, ce que nous avons fait. Nous avons un besoin pour couvrir le déficit céréalier qui approche les 25 milliards, un besoin pour assurer l'alimentation correcte du bétail, parce qu'il faut savoir qu'il est en danger également du fait d'une couverture herbacée insuffisante, de fourrage insuffisant. On n'est pas loin des 12 milliards. Et il y a également le dramatique problème de la malnutrition infantile. Et là, nous sommes à un peu moins de 6 milliards. Les partenaires du Sénégal sont nombreux à intervenir. Le PAM, la Banque mondiale, la Commission européenne, le PNUD, la BAD, la BID, l'AFD, la BOAD, la FAO, l'UNICEF, entre autres, sont autant d'organismes qui veulent mettre la main à la poche pour faire face à la campagne agricole en perspective. Le consortium pour la recherche économique et sociale du Sénégal a une préoccupation. Il s'agit de la transparence dans la gouvernance économique chez nous. L'organisation vient de publier un rapport allant dans ce sens. Elle a fait l'état des lieux de la gouvernance économique au Sénégal. Oumou Kaltoum Sall. La manière dont le pouvoir est exercé dans la gestion des ressources économiques et sociales d'un pays, c'est ainsi que la Banque mondiale définit la gouvernance. Le consortium pour la recherche économique et sociale s'est intéressé au Sénégal. 5 dimensions de la finance publique ont été étudiées. La gouvernance des recettes, la gouvernance budgétaire, la passation des marchés publics, le contrôle interne, la supervision externe. Pour certaines dimensions, le Sénégal se comporte relativement bien. Vous l'avez vu tout à l'heure, au niveau du volet passation des marchés, pour 2011, c'est la dimension qui se comporte la mieux. Et pour certains volets d'ailleurs, vous voyez que la transparence est notée sur 100. Mais lorsque vous regardez certains volets, les acteurs, ceux qui animent le segment de passation des marchés, vous diront qu'en réalité, ils n'ont plus de problème au niveau de la passation. Le problème, c'est l'opportunité de la dépense. Et ensuite, la façon dont c'est exécuté. Respect des règles à nouveau. Et là, on constate que c'est pas du tout bon. Le Sénégal est zéro. Le Sénégal, c'est beaucoup plus d'informel. Si vous prenez l'économie, et qui dit informel, dit des acteurs qui ne s'accordent pas trop de règles. De cet exercice mené avec plusieurs segments de la gouvernance des finances publiques au Sénégal, des enseignements ont été tirés. La transparence dans la gestion des affaires publiques.
à ce moment, il faut que tout le monde joue le jeu, d'abord que tous les rapports soient publics. C'est mon droit à moi, citoyen, de savoir comment les ressources publiques sont gérées, puisque je suis contribuable, mais également la sanction. Cette publication intervient au moment de changement de régime au Sénégal. Les résultats devront participer au renforcement d'une bonne gouvernance économique. Il ne reste plus qu'à transposer cela dans la réalité de notre quotidien et surtout que cela puisse servir, en tout cas, de cadre d'intervention du pouvoir public, de cadre d'intervention des chefs d'entreprise, de cadre d'intervention des décideurs économiques. Cela va certainement permettre, entre autres, aux décideurs de s'en inspirer. Il faudrait donc une transparence dans la gestion des finances publiques et une justice indépendante. La bonne gouvernance économique, facteur clé de développement, est aussi une motivation pour les investisseurs. Elle suppose aussi des institutions fortes. Et nous reparlons des passations de services. Moustapha Guirassy et Alassane Dalingaï cèdent les départements de la communication et d'éthique à Aboulo. Le ministre entrant a félicité les sortants et a promis de travailler pour la concrétisation de la vision du chef de l'État Macky Sall. Le professeur Amadou Tidjane Ba remet le témoin à Serigne Mbaye Thiam pour le département de l'enseignement supérieur. La cérémonie s'est déroulée hier au building administratif. Matassi Diallo aussi a repris fonction. Elle est désormais ministre chargée du commerce, de l'industrie et de l'artisanat. Amadou Niang lui a déjà transmis les témoins pour le département du commerce. Au ministère des Forces armées, Moustapha Souran a passé le témoin à Augustin Tine. L'ex-ministre en a profité pour remercier ses collaborateurs. Le tout nouveau, lui, s'engage à servir la nation. Il a réaffirmé la volonté du chef de l'État à faire de sorte de résoudre les problèmes sociaux des armées. Et nous restons avec nos armées. Groupe d'intervention rapide, c'est l'appellation des nouvelles forces spéciales de la gendarmerie nationale. Ils sont 61 éléments formés grâce à l'appui de la Guardia Civile espagnole. Tous ont désormais l'expertise de réagir face aux différentes menaces. Reportage Louis-Philippe Sagna. Au début du stage, le 16 janvier dernier, ils étaient au nombre de 100. À la fin de ces rudes épreuves qui ont duré 4 mois, seuls 61 éléments ont été jugés aptes à demeurer dans ce groupe d'action rapide. C'est pourquoi ils reçoivent avec fierté leur parchemin. Un sésame remis par l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, le haut commandant de la gendarmerie nationale et le représentant de la Guardia Civile espagnole. Vous faites déjà partie d'un groupe sur lequel vos commandants ont déposé une confiance spéciale. Portez avec orgueil votre tenue. Faites avec orgueil votre travail. Portez l'orgueil dans votre cœur. En plus des moyens logistiques, le gouvernement espagnol a mis à la disposition de la gendarmerie nationale 5 instructeurs. Ils ont tous reçu des mains du général de corps d'armée Abdoulaye Fall la médaille d'honneur de la gendarmerie. Le stage antiterroriste dont nous célébrons la clôture est un parfait exemple du soutien constant et diversifié que la Guardia Civile apporte à la gendarmerie depuis plusieurs années. Cette coopération, conformément au mémorandum d'entente qui lie nos deux institutions, s'est élargie à la formation et à l'entraînement. Vous avez été formés avec sérieux et avec des exigences identiques à celles des unités d'élite espagnoles, à la grande satisfaction du commandement. Je voudrais que vous ayez tout le temps à l'esprit qu'une unité d'élite constitue un rempart vers qui tout le monde se retourne dans les moments les plus critiques. Appelé à commander avec rigueur ses forces spéciales, le capitaine Birama Fall a reçu la médaille de l'ordre du mérite du Royaume d'Espagne. Le groupe d'action rapide a désormais l'obligation de faire ses preuves dans la lutte antiterroriste et la libération d'otages, par exemple. Ainsi, tous ces éléments se doivent de rester performants grâce à l'entraînement. Actualité hors de chez nous, démarrons par la Guinée-Bissau. Les militaires, après avoir pris le pouvoir, réfléchissent sur comment mettre en place un gouvernement d'union nationale. Ils ont déjà entamé des discussions avec l'opposition, mais ils s'attribuent d'office 2 ministères clés, la défense et l'intérieur.
Carlos Gomes Jr. se porte bien, selon les militaires qui l'ont arrêté. Jeudi soir, la maison du Premier ministre sortant a été attaquée à la roquette et mise à sac. Le président par intérim, Raimundo Pereira, a également été arrêté. La capitale, Bissau, est désormais quadrillée par des soldats qui contrôlent les bâtiments publics, le siège de la radio-télévision et les principales routes de la ville. L'Union africaine a immédiatement condamné le putsch, tout comme les États-Unis, le Conseil de sécurité des Nations Unies et la communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Après le cas du Mali, un coup de force à nouveau en Guinée-Bissau. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est inacceptable et ne sera pas accepté par la CEDEAO. Les militaires sont accusés de vouloir empêcher la candidature de Carlos Gomes Jr. au second tour de la présidentielle le 29 avril. Mais ils affirment n'avoir aucune ambition pour le pouvoir. Suite à une rencontre avec des représentants des partis politiques, les putschistes auraient avancé l'idée de nouvelles élections présidentielles et législatives et proposé un gouvernement d'union nationale. Mais ils s'y attribuent d'office les ministères de la Défense et de l'Intérieur et ont décrété un couvre-feu. Le gouvernement du Sud-Soudan déclare que ses troupes ne vont pas se retirer de la région pétrolière d'Eglig. Les militaires tiennent cette ville frontalière depuis mercredi. Le Nord-Soudan a riposté. Ses troupes sont en route. Déjà ce samedi, on annonce la mort de 5 personnes dans des bombardements au sud. Et ce soir, nous allons voyager ensemble à la découverte d'une ville moderne dans un pays semi-désertique traversé par le fleuve Nil, traversé par une crise qui perdure. Vous l'aurez compris, nous restons au Soudan, à Khartoum, la capitale, avec ses tours, ses réseaux routiers denses et ses infrastructures. La capitale soudanaise reste une destination privilégiée. C'est une carte postale signée Cheikh Ahmadou Bamba Gueye. Khartoum, capitale du Soudan, est une ville moderne en pleine expansion. La ville est dans l'ère des nouvelles architectures contemporaines. Avec ses 7 millions d'habitants, Khartoum dispose d'un réseau routier dense. Les tours, visibles de partout, repoussent l'image d'un pays en guerre, avec aujourd'hui le Sud qui a pris son indépendance. Voici la tour Fatir. Elle appartenait au colonel Mohamed Kadhafi. Khartoum dispose aussi d'infrastructures modernes comme ce pont sur le Nil, récemment construit par les Chinois il y a juste 5 ans. Ici, le climat est sec et le thermomètre monte jusqu'à 43 degrés Celsius. Le Soudan est une région semi-désertique qui s'étend au sud de l'Égypte et du Sahara depuis la mer Rouge. Les Arabes font 49% de la population et plus de 500 ethnies composent la population noire. L'islam sunnite, qui est la religion officielle, est pratiqué par 70% de la population. Et si vous visitez Khartoum, rien ne vaut une balade en pirogue sur le Nil, le plus long fleuve d'Afrique avec ses 6671 km environ. Et plus vous avancez, vous allez apercevoir là où le Nil bleu et le Nil blanc se croisent, déjà visibles avec la présence des oiseaux. Le Nil fait de Khartoum une capitale attrayante. Merci, cher Ahmadou Bamba Gueye. Retour chez nous, Kenkeliba, l'émission matinale de la RTS va fêter ses 2 ans d'existence. Jeudi prochain, ce week-end, tous les acteurs de l'émission sont en conclave. Ils ont 3 jours de retraite pour préparer la prochaine saison. Ibrahim Andong. 3 jours de retraite au bord du Grand Bleu, un cadre propice à la réflexion. L'émission matinale Kenkeliba a fini de se faire un nom pendant 2 ans, non-stop. Elle est devenue un rendez-vous important pour beaucoup de Sénégalais. 19 avril, date anniversaire de Kenkeliba. Après une centaine d'heures de tournage, l'équipe s'est arrêtée le temps d'un week-end pour faire un bilan. Après 2 ans de Kenkeliba, il est bon de s'arrêter, de voir ce qui n'a pas marché, ce qui a marché. Donc bientôt, à partir du 19 avril, il y aura des rubriques qui vont entrer, mais qui vont entrer en compte-gouttes. Il ne s'agit pas de changer l'émission dans tout son contenu, mais tout simplement de faire intervenir des rubriques
par 2 semaines, par un mois, jusqu'à la fin de ces nouvelles rubriques. La 3e saison de Kenkeliba promet donc de belles choses aux téléspectateurs de la chaîne Leader. L'occasion a été saisie pour passer en revue le contenu de l'émission. On nous a fait des remarques et des critiques. Moi, je dis que c'est juste dans le souci de bien faire. Alors, moi, personnellement, je tiendrai compte de ces critiques et de ces remarques pour mieux faire. C'est vraiment un plaisir à 6 h du matin de réveiller les Sénégalais. Et je pense qu'il reviendra à ces derniers, justement, de nous juger, nous-mêmes étant dans le feu de l'action. Donc, ce n'est pas à nous de nous juger. Particularité de Kenkeliba, l'équipe se lève au milieu de la nuit pour commencer sa journée, suffisant pour comprendre les difficultés auxquelles les agents sont souvent confrontés dans le cadre de leur travail. La direction prévoit de mettre les moyens à la disposition de l'équipe de Kenkeliba pour continuer au développement de l'émission, de cette émission. Le constat est fait que Kenkeliba a atteint ses objectifs. Il s'agissait dès le départ de mettre en place une émission matinale distractive, éducative et informative. Donc ce qui a été fait, et la preuve est que l'émission a gagné en notoriété et a contribué à améliorer l'image de la RTS. L'équipe de Kenkeliba, vraiment, je les trouve travailleurs. J'ai pratiquement pas de reproches à leur faire. Sinon peut-être d'essayer de s'améliorer, de créer d'autres rubriques, telles que par exemple la justice, par exemple les accidents. Parce qu'on remarque vraiment qu'il y a trop d'accidents au niveau du Sénégal. Donc s'ils pouvaient créer par exemple ces genres de rubriques, je pense que ce serait bien. Moi je les encourage, je les félicite et franchement je les demande de faire encore mieux. Le magazine est assuré par une équipe dynamique composée pour l'essentiel de jeunes. Parmi eux, les hommes de l'ombre. Le travail des monteurs au niveau de toutes les émissions de la télé, déjà, c'est un travail qui est important. Parce que s'il n'y a pas de montage, je dirais en gros, il n'y a pas de télé. Parce qu'il y a tellement de déchets et tellement de choses à préparer avant de présenter le produit à l'antenne. Je pense que l'étape du montage est une étape essentielle. Et sinon assez déterminante dans la chaîne de valeur que représente la télévision. Ces 3 jours de conclave permettront non seulement d'ouvrir des perspectives pour Kenkeliba, mais aussi pallier les manquements et démarrer une 3e saison choc et explosive. Bon courage pour toute l'équipe de la seule grande émission matinale du Sénégal, la première d'ailleurs, Kenkeliba. Félicitations à toute l'équipe. Macky Sall, un combat pour la République. C'est le titre du nouvel ouvrage de Diène Farba Sarr. Le livre a été présenté au public. Dans cet ouvrage, l'auteur raconte les conditions dans lesquelles Macky Sall a accédé à la primature. C'est le portrait d'un homme d'État, nous dit René Léon Fonseca. Tout commence en 2004. Macky Sall entre à la primature dans un contexte de tumulte. Le nouveau Premier ministre forme son équipe et s'installe aux commandes. La tâche est immense. Puis vient son arrivée à l'Assemblée nationale après les législatives de 2007, jusqu'au complot qui le contraint à quitter le perchoir. L'auteur Diène Farba Sarr raconte tout dans cet ouvrage. Macky Sall est devenu à la primature le 21 avril, un homme loyal. Il m'a dit une chose. Abdoulaye Wade est un panafricain. Il ne mérite pas que ses projets ne soient pas réalisés. Et s'ils ne sont pas réalisés, nous n'allons pas gagner donc, les élections de 2007. Je vais m'y mettre. Et depuis lors, il s'est battu pour sortir de terre ses projets. Un livre passionnant, fourmillant de croustillantes anecdotes. Il montre une facette jusque-là occultée d'un homme d'État, celui qui a toujours dit non. L'homme révolté de Camus, il était battu par son maître, vêtu. Nu, il dit non, mon amour propre. Macky Sall a dit non. Il a été prémonitoire. J'ai dit à Macky Sall dans le livre en introduction, vous le voyez bien, que Macky Sall, vous avez pris date. Et j'ai la conviction que vous avez un destin national. Je le disais parce que c'était mes convictions. Et quand on est convaincu par rapport à quelque chose, on ne s'attend à rien.
L'ouvrage est aussi le livre bilan de Macky Sall à la primature. Diène Farbassar dresse un portrait saisissant d'un homme auprès de qui il a servi pendant 3 ans et 3 mois. La foire internationale de l'agriculture et des ressources animales se poursuit au CICES. La technologie au service du développement agricole est le thème majeur. Les spécialistes ont marqué leur présence à cette édition de la FIARA. C'est ce que nous dit Youssouf Kaba. Des entreprises spécialisées dans la production d'énergie à base de plantes cultivables au Sénégal et dans la sous-région. Un projet générateur de revenus et de main-d'œuvre dans la transformation des produits agricoles. Exposé à la FIARA, l'entreprise étale ses services aux yeux de ses nombreux visiteurs. L'utilité de cette plante qu'on appelle le moringa, nabadaï ou sapsap en wolof, qui est une plante vraiment importante qui génère beaucoup d'utilité. On vous donne les graines que vous semez, ensuite vous nous revendez les produits là qu'on utilise à d'autres fins. C'est-à-dire ces produits-là vont être utilisés pour les grandes concentrations d'énergie électrique que nous sommes en train d'exploiter ici au Sénégal. La technologie au service de la sécurité alimentaire, thème principal de cette 13e édition. Une conviction qui a permis à de nombreux programmes agricoles à contribuer à l'amélioration des conditions de production et de vie des populations rurales. Aujourd'hui, elle présente des recettes riches et variées à base de mil ou d'autres spéculations mises sur le marché. On peut faire beaucoup de choses à partir de nos céréales locales. Parce que sur le mil, moi je ne fais pas que ça. Je fais la transformation des céréales locales. Couscous, araou, tchagri, sankhal. Et j'incorpore aussi cette même farine avec d'autres produits et des légumineuses pour les farines enrichies pour les projets de nutrition. D'autres également mettent l'accent sur la recherche. Ils ont mis au point une technologie de pointe qui prend en charge la qualité du sol et celle des productions. On sait qu'aujourd'hui, avec le problème des résidus de pesticides, qui ont un impact très négatif sur la santé des populations, nous apportons une alternative, en tout cas, à l'utilisation des produits chimiques. Mais nous sommes allés au-delà, parce qu'en termes de sécurité alimentaire, au-delà des aspects sanitaires, ça nous permet aussi d'augmenter la productivité agricole. Nous avons mené des essais en partenariat avec l'ISRA, au niveau de la zone des Niayes, à Mboro plus précisément, au niveau de l'UGPM. Et nous avons par exemple, au niveau de la culture de la pomme de terre, démontré qu'on pouvait augmenter le rendement. La FIARA n'a pas fini de révéler ses secrets. D'autres aspects relatifs à la sécurité et à l'autosuffisance alimentaire sont pris en charge. Le contenu des expositions est simplement révélateur dans ce sens. Et le grand format de ce samedi s'intéresse à la production de la tomate à Terror dans le département de Tivavone. Grâce à une initiative communautaire, les populations de ce village font du maraîchage et y gagnent leur vie. Cela permet aussi de fixer les jeunes au terroir. Le grand format est signé Ibrahima Diallo. Jour de récolte à Terror. Dans la vie de ces femmes du village, c'est une étape importante, car la culture de la tomate est devenue une réalité dans la communauté rurale de Pambal. Je viens de Sébikotane. J'ai acheté 9 caisses à raison de 5 000 francs l'unité. Chaque caisse pèse 33 kg et je vais les vendre à Mbour à 7 000 ou 8 000 francs la caisse. À 2 mois et demi, on a commencé à récolter. Nous sommes presque à 60 tonnes pour 2 hectares. Ça, je vous dis que c'est un record. C'est un jour important puisque ça permet non seulement aux femmes de venir gagner leur vie dignement, mais ça permet une socialisation. Les gens, c'est une occasion pour se retrouver dans le champ. Et tout le monde est attaché vraiment à la réussite de ce projet. C'est ce qui fait que les jours de récolte, on a même des fois des difficultés pour le recrutement. En période de pic, 200 femmes s'y activent. Sur cette exploitation, tout le monde est rémunéré, hommes et femmes. Journalièrement, chacun reçoit au minimum 2500 francs.
Moi qui vous parle, j'ai vraiment rajeuni. Et ceci, c'est grâce au projet. Je gagne correctement ma vie sans quitter mon terroir. Dieu merci. Avec l'argent que je gagne ici, je pourrai subvenir à mes besoins, assurer l'éducation de mes enfants et élever un cheptel. Le reste de mes bénéfices, je peux l'épargner. Le projet a beaucoup changé notre vécu. Nos femmes ne se déplacent plus pour trouver une activité économique. Elles peuvent maintenant rester au village pour gagner leur vie. D'habitude, après l'hivernage, les femmes se rendaient à Tivavone ou à Thiès pour chercher du travail. Mais depuis la mise en place de ce projet, plus de va-et-vient entre Terror et les grands centres urbains. On passait toute la journée en ville pour faire le linge. Du coup, on n'avait plus le temps pour assurer l'éducation de nos enfants et s'occuper de nos époux. Mais actuellement, nous pouvons veiller sur eux en toute quiétude. Les jeunes, le plus souvent marchands ambulants dans les grandes artères de Dakar, sont revenus en grand nombre dans les villages pour cultiver la tomate. Pour moi, je peux dire que le projet est venu ici tardivement. Si je vois, est venu à ce moment-ci, on est très fiers de ce projet. Franchement, on est content de ce projet. Ah oui, les jeunes ne partent plus à Dakar. Tous les jeunes viennent ici travailler et gagner beaucoup d'argent. La particularité de cette initiative réside dans sa dimension sociale, avec l'implication des élèves qui, en période de vacances, reviennent au village pour cultiver la terre et en conséquence y trouver leur compte. C'est le cas ici de Komfay, 19 ans, élève en classe de terminale au lycée Ababakar Sy de Tivavone. Elle peut à présent financer correctement ses études. Avec cet argent, je peux y financer mes études et satisfaire aussi mes besoins. Je pense que ce projet nous a aidés, nous les élèves, de même que aussi les villageois. Nous, parents d'élèves, nous ne nous soucions plus des fournitures de nos enfants. Seule la distance de 7 km qu'ils parcourent matin et soir nous pose problème. Cette initiative est née d'un constat d'un originaire du village qu'il était en réalité possible de faire quelque chose pour lutter contre la pauvreté dans cette contrée du Sénégal. C'est ainsi que l'association Nord-Pas-de-Calais, qui a initié des projets de ce genre au Burkina Faso et à Madagascar, a décidé d'accompagner les populations de Terror. Il ne sert à rien d'offrir tout le temps des dons, des cadeaux aux gens, et pour que le lendemain ils reviennent vous tendre la main encore. Plutôt de leur procurer du travail, et là je crois qu'ils pourront faire prévaloir leur dignité. Une fois les emplois créés, eux-mêmes puissent générer assez de fonds que pour être autosuffisants et en même temps investir dans d'autres projets pour apporter d'autres main-d'œuvre et d'autres emplois à d'autres personnes sous d'autres cieux. Cet exemple de Terror est doublement significatif. Il a permis aux paysans de gagner dignement leur vie, mais aussi de rester sur leur terroir. La réussite de ce projet a suscité une volonté réelle auprès des populations et des autres localités environnantes de cultiver la terre. Le grand format revient samedi prochain aux environs de 23 h. Vous avez rendez-vous avec François Seck pour le dernier journal de la soirée. Je vous retrouve demain 20 h, Inch'Allah. Merci de votre fidélité à la chaîne Leader. Bonsoir.